Bonjour à tous, bonjour Guillaume pour Bonjour. ce nouveau talk du Mobility Club. On continue du coup notre série sur les plateformes, cette logique de plateforme. On est allé du côté des États-Unis la semaine dernière avec Faber Novel. On a vu un petit peu ce qui se passait autour des GAFA, leur positionnement sur le secteur de la mobilité. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir du coup Guillaume Riot, responsable technologie et partenariat à l'échangeur de BNP Paribas. On va traverser un peu la planète, on va aller de l'autre côté du globe, se tourner vers ces plateformes asiatiques. Je vous rappelle que ce talk est organisé du coup par le Mobility Club de VID, cette instance qui a été créée par VID il y a maintenant plusieurs années pour phosphorer ensemble, pour réfléchir sur ces thèmes de business intelligence. Si vous souhaitez plus d'informations sur le club ou le rejoindre, n'hésitez donc pas à me contacter. Guillaume, je sais que tu es un expert de ces plateformes, tu es très intéressé. Vous Tout à tous, en fait. tant que participants, vous nous écoutez. N'hésitez pas à vous introduire et puis à poser votre question à la fin de ce talk. Euh, Quel intérêt, tout d'abord, présente le secteur de la mobilité pour ces acteurs de plateformes asiatiques? On a envie de parler de Rakuten notamment. On peut aussi se tourner vers Alibaba, qui Mhm. regarde les sujets de mobilité avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi, finalement, pourquoi ils se positionnent sur ce secteur? Alors, avant d'évoquer pourquoi les plateformes sont intéressées par le secteur de l'automobile, c'est juste simplement de redéfinir ce qu'est une plateforme, et en particulier une plateforme asiatique, que ça soit Alibaba, Rakuten au Japon, ou Tencent, ou Baidu. Il faut savoir que le but de ces plateformes, c'est de devenir des plateformes de vie. C'est qu'elles ont pour objectif de toucher notre quotidien, c'est-à-dire du lever au coucher. Et par exemple, si je prends l'exemple d'un Alibaba, par exemple, Alibaba possède toute une entité dans la santé, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la télémédecine. Ils sont aussi présents, bien sûr, on y reviendra, dans l'automobile, avec Xpeng, Autoli, et ils travaillent beaucoup avec SAIC Motors. Ils sont aussi présents dans la logistique. Il faut savoir aussi qu'ils sont très intéressés par la ville de demain. Ils ont une entité qui s'appelle ET City Brain. Ils sont présents aussi dans le retail, mais ça, on le savait déjà, avec différentes plateformes, hein, euh, que ça soit leur plateforme Alibaba Express ou que ça soit Emma Fresh pour les magasins physiques. Et c'est-à-dire que tout ça, c'est d'agréger toutes ces données, tous ces services avec un seul ID. Et c'est la même chose au Japon avec Rakuten. Peut-être les personnes qui sont en face de nous ne connaissent moins Rakuten, mais Rakuten, c'est un géant japonais qui est présent dans 40 pays et qui a plus de 70 différents services. Parce que Rakuten, il est connu en France, parce qu'il faut savoir qu'il a racheté Prime Minister il y a 10 ans. On le connaît de cette manière. Mais Rakuten, c'est aussi bien une banque que des investissements dans l'automobile. En l'occurrence, ils sont le principal investisseur de Leaf, hein, qui est un des grands acteurs du ride sharing aux États-Unis. C'est aussi la santé. C'est toujours le même modèle, sauf que peut-être, si on revient à Rakuten, c'est beaucoup plus huilé en termes de navigation entre les services. Mais si tu veux savoir comment on adhère à Rakuten, tu es membership, et par Mhm. rapport aux différents services, tu accèdes à tous les services, que ce soit Rakuten TV, Viber, qui est la messagerie, une des plus grandes messageries au monde, qui est initialement israélienne, mais maintenant qui est chez Rakuten. Tu peux aller facilement au service de santé. Et à chaque fois que tu vas naviguer dans ces services, tu vas gagner des points qui vont permettre d'utiliser d'autres services. Et ainsi de suite, tu ne sors jamais de cette galaxie. Et au Japon, il faut savoir que 98% de la population utilise Rakuten. D'accord. Et donc, tu me poses la question, je reviens à ta question, parce que j'ai redéfini un peu ce que c'est les plateformes. Pourquoi l'automobile? C'est premièrement leur premier objectif, c'est d'intégrer la logistique. Mhm. Il faut savoir que tous ces géants ont leur propre logistique, et en particulier, ils travaillent énormément sur la logistique, on va dire, autonome. Il faut savoir que la pandémie, malheureusement, on a dû faire beaucoup de concessions. Eux, ils ont énormément investi dans tout ce qui est robot delivery. Par exemple, Alibaba, avec son entité Kainayo, a développé plus de 2000 robots réfrigérés, autonomes, qui se déplaçaient dans les différents suburbs, différents quartiers de certaines villes. Et via Alipay, tu pouvais t'identifier, soit par reconnaissance faciale, il faut savoir qu'ils sont très avancés là-dessus, tu récupérais tes articles et automatiquement tu étais débité sur Alipay. Et c'était la même chose chez Rakuten, qui a aussi son entité Rakuten Logistique et qui a aussi développé ses propres robots delivery. Pourquoi je mentionne ceci? Parce que les premiers marchés
autonomes seront dans la logistique, dans la mesure où ils auront des voies spécifiques, tout comme les taxis. Les taxis aussi seront les premiers à être autonomes dans le secteur automobile. Et il faut savoir que le marché de la livraison autonome va être autour de 80 milliards d'euros d'ici 2025. Donc, il y a vraiment une appétence. Et enfin, l'autre marché où ils sont très présents, c'est tout ce qui est taxi autonome. Alibaba, par exemple, vient de lancer AutoX, via sa filiale AutoX, qui est une jeune start-up, des taxis autonomes qui sont utilisables via Didi Car. Et l'intérêt de travailler sur les voitures autonomes, sur le soft des véhicules, c'est que demain, ils pourront agréger tous leurs services quand tu seras dans le véhicule. Parce que qui dit véhicule autonome demain, dit beaucoup, qu'est-ce que tu fais? Et il y a beaucoup de travail là-dessus. Et il faut savoir que Alibaba, par exemple, via son système d'exploitation qui s'appelle AliOS, est présent sur les automobiles du Saiche Motors et dans Didi Car, etc., etc. Tous les services qui sont soit santé bancaire se retrouveront dans les véhicules où tu auras un temps de qu'est-ce que je fais? Ouais, bien sûr. Ils vont te proposer la solution. Donc, chacun des géants veut prolonger de toute façon, veut maximiser sa présence avec son utilisateur. Et la mobilité est un des modules de toute façon pour prolonger, avoir un chaînon supplémentaire. Et tu as cité de multiples secteurs finalement dans lesquels ces géants sont présents. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place par ces acteurs pour investiguer le secteur de la mobilité? La stratégie, alors prenons par exemple le Baidu. Baidu, je ne sais pas si les personnes connaissent, mais Baidu c'est l'équivalent de Google en Chine. Bon, Baidu c'est un peu particulier parce que on parle actuellement beaucoup de nationalisation d'Alibaba par exemple actuellement. Baidu, lui, parce que les 4 géants avaient chacun une mission. Bon, je reprends celle de Baidu. Baidu a pour mission lui de développer tout ce qui est véhicule autonome d'ici 2030, voire 2025. Baidu a le droit, est le premier à avoir plein de régions qui sont portées par la 5G. Il a développé Apollo System et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il propose son Apollo System, donc navigation automatisée, reconnaissance vocale, agrégation de services. Et actuellement, il a signé un partenariat avec Geely. Geely Motors, qui est quand même un géant, qui possède Volvo, qui est le principal actionnaire de Daimler Chrysler, et qui va justement proposer son software pour un géant de l'automobile. Et Geely, en parallèle, lui, va même travailler avec Foxconn, qui fait les puces pour les véhicules, pour les iPhones. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est que les géants du net, ces plateformes, eux, veulent investir surtout via leur software. C'est d'agréger les services dans les véhicules. Soit ils vont les faire des rachats de start-up, de voitures autonomes, comme vous l'avez mentionné la semaine dernière, avec Amazon, avec Zoox, où ils ont investi aussi dans Rivian, véhicules électriques. Et on le voit que c'est vraiment la grande mouvance actuelle. Et derrière, d'intégrer tout ce qui est software. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Et dernièrement, il y a eu le CES la semaine dernière, où en 2010, un véhicule, on utilisait 10 millions de lignes de code. Actuellement, on utilise 50 millions. Et quand on va passer en véhicule autonome, on va en utiliser 500 millions. Donc, le secteur d'automobile est en train de se transformer dans le software. Même Mercedes a créé son propre système d'exploitation, operating system, pour justement ne pas attendre qu'Amazon ou un Alibaba ou un Rakuten leur propose tout en main. Derrière, ils savent que derrière, ils n'auront aucune puissance, la non-mise sur les services adjacents à valeur ajoutée. Ils ne seront qu'un hardware, qu'un véhicule en tant que tel. Très clair. Donc, pour toi, il faut distinguer effectivement cette stratégie sur un volet software operating OS et un volet hardware. Ils ont une stratégie qui est propre là-dessus. Oui, le premier, c'est la logistique, dans la mesure où ce sont des retailers avant tout, pour certains. Donc, optimiser la logistique, un véhicule autonome, JD.com, Rakuten, Alibaba sont très présents là-dessus. Comme je l'ai mentionné, un marché énorme qui va exploser, et d'autant plus avec la pandémie, ça va dans le sens de l'histoire, et ça a accéléré aussi beaucoup de tout ce qui est licence. Parce que là, je parle de la Chine, mais tu vois Nuro, qui est un robot delivery qui travaille avec Walmart. Walmart aussi, ils ont des accords en Arizona et du côté de San Francisco, justement, pour faire des livraisons. Et l'autre pendant, c'est surtout le software et l'accumulation des services. Et ils vont commencer par tout ce qui est taxi robot.
D'accord. C'est en place où là, il y a un marché où ils vont tester justement ces notions de service qu'on appelle, nous, à l'échangeur, ambiant. D'accord. Et cette logique de plateformisation, aujourd'hui, on en parle sur ces acteurs asiatiques, mais il est évident qu'elle est commune aussi à d'autres acteurs. Est-ce que tu as observé une logique de plateformisation qui a été engagée chez des acteurs peut-être plus traditionnels et notamment en Europe? Est-ce qu'on va vers cette tendance aujourd'hui chez des acteurs qu'on connaît? Oui, alors moi, j'ai envie de t'en parler. Je vais te parler de deux en France. Le premier, celui qui vient peut-être à l'esprit, peut-être plus naturellement, c'est Orange. Parce que Orange, on le connaît d'une part, au-delà de la mobilité, entre guillemets, je parle de smartphone, c'est aussi un acteur qui est très engagé dans tout ce qui est software dans l'automobile, dans la santé, ils sont dans la santé connectée. Ils ont la box qui est présente chez nous, hein, ils ont tout le pack loisirs, entre guillemets, et ils ont créé dernièrement une banque. Ce qui m'étonnerait pas, c'est que Orange bientôt investisse dans une start-up qui est spécialisée dans la voiture autonome et qui commence aussi par des taxis autonomes pour développer toute leur galaxie de services. Et Orange, en termes d'ID, à chaque fois je me trompe, c'est pas Hello Bank, mais c'est en plus venant de BNP, c'est une erreur grave de ma part, mais peu importe, vous l'aurez compris que vous aurez notifié cette banque. Et en l'identifiant quand tu intègres la box, ton ID va être relativement intéressant pour greffer tous ces services qui pourraient être dans l'auto, dans la maison, et ils ont commencé déjà avec leur box pour la sécurité de la maison. Autre acteur beaucoup plus traditionnel qui est dans le retail, c'est Cdiscount, qui fait partie du groupe Casino. Casino, c'est aussi une banque. Et Cdiscount, quand on va sur la plateforme, et en ayant parlé avec les personnes de Cdiscount, c'est relativement intéressant dans la mesure où quand tu vas sur cette plateforme, au-delà de leur place de marché traditionnelle, tu as l'immobilier, tu as la santé, tu as la location de véhicules, et ils ont signé un accord d'ailleurs avec Arval dernièrement pour tout ce qui est véhicules d'occasion. Et la volonté de Cdiscount, c'est de faire un peu comme Amazon, de petit à petit de dériver vers des nouveaux services. Et d'ailleurs, ils vendent aussi des forfaits mobiles. Donc, est-ce que demain, et ça, c'est vraiment une logique de plateformisation, c'est de faire en sorte que Carrefour devienne mon seul point d'entrée pour mon assurance, peut-être pour mon service bancaire, pour mes achats au quotidien, et tout ça avec un forfait. Et je pense que ces plateformes, leur idée demain, c'est d'avoir une souscription où tu auras accès aux services véhicules, voire à possibilité de commander un taxi autonome, une livraison beaucoup moins chère, des services de santé, parce que la santé, c'est aussi un grand axe de développement et c'est là qu'elles vont exploser, justement, ces plateformes. Par souscription, tu entends carrément un abonnement? Un abonnement, oui. Un abonnement pour accéder à ça. Ouais, moi, je vois très bien, je vois très bien Amazon, par exemple, Amazon Prime. Nous, on dit que demain, ce sera Amazon Prime Life, où tu auras accès à la santé. Parce que je ne sais pas si vous l'avez évoqué la semaine dernière, mais Amazon investit la santé. Ils ont déjà tout un service de télémédecine. Ils ont 20 cliniques. Sur leur plateforme, ils ont racheté une pharmacie PillPack il y a 2 ans et maintenant, c'est Amazon Pharmacy où tu peux commander un test. Les vaccins, ça arrivera peut-être bientôt dans la mesure où ils ont racheté Whole Food, où ils vont intégrer des pharmacies. Voilà, et dans un pays où la couverture sociale est très faible, Amazon va se mettre en parangon de la santé. Et beaucoup de gens vont souscrire pour peut-être, je ne sais pas moi, $600 par an. J'aurai Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Santé, Amazon Prime Banque, parce que si tu donnes tes données santé, les données bancaires sont secondaires. Et c'est déjà le cas en Chine. Mais la Chine, c'est encore une autre culture et un autre gouvernement. Si certains participants veulent préciser un point, on a des participants de chez Hutchinson, de chez EDF, de chez Colas, Labbox, BNP aussi, bien sûr, de chez Total. N'hésitez pas du coup. Sinon, peut-être une dernière question pour toi, Guillaume. Cette logique de plateforme, on la voit du coup chez des acteurs traditionnels, chez ces géants de la tech. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux entrants dans le marché, des jeunes acteurs qui auraient 4-5 ans, notamment sur le marché asiatique, adoptent directement finalement cette logique de plateforme? Est-ce que ça devient finalement dans l'ADN de ces nouveaux entrants? Oui, de plus en plus. Vous avez mentionné Grab il y a quelques, je crois qu'il y a quelques séances, qui est un exemple de Singapour qui est relativement intéressant, qui touche aussi bien le transport,
le transport, la restauration, même Uber. Uber veut devenir presque une banque et avoir des partenariats avec des retailers. Ce ne sera pas qu'un moyen de transport, mais derrière, tu pourras faire tes courses, etc. Et ça, dans une optique de véhicules autonomes dans un futur, ils ont tout intérêt à développer des services. Oui, c'est une logique qui vient pour les jeunes startups. Bon, c'est beaucoup plus difficile. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt eux qui vont être intégrés dans une plateforme existante, mais ils vont en avoir des nouvelles. Tout comme Facebook, on parlait de Facebook il y a quelques années, comme quoi ça deviendrait une plateforme servicielle, et finalement, Facebook est resté dans le média et n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc, il y a vraiment, je pense que même nous, en tant que grand groupe, quand je vois des groupes comme Total ou même BNP, il y a des réflexions autour de qu'est-ce que je vais faire, moi, de mes agences, qu'est-ce que je vais faire, moi, de mes stations-service. Et il y a un groupe pétrolier en Chine qui s'appelle GL Galtex, qui est en train de transformer ces stations-service en hub serviciel de nouveaux transports, avec des livraisons de drones. Et pendant que ton drone vient de livrer, tu vas recharger ton véhicule en hydrogène, etc. Et ils sont en train de développer des services adjacents, connexes. Et c'est ça, c'est vraiment une transformation, j'ai envie de dire, software eats the world. Ouais. C'est une vieille expression, mais on la reprend de plus en plus, et en particulier dans le monde de l'automobile, où c'est vraiment une grande réflexion. Et dans ces plateformes, je prends une dernière question du coup de Hutchinson. Est-ce que ces plateformes investissent notamment dans l'usage des micromobilités et les systèmes de distribution d'énergie, plutôt la recharge? Alors les géants asiatiques, on connaît leur investissement notable chez les services de free floating, effectivement. Tu as observé des investissements majeurs aussi sur le système de distribution d'énergie, notamment recharge? Alors, en termes de recherche, oui, c'est NIO, mais NIO dont l'investisseur principal est Tencent, sur l'histoire de swapping, de batterie, qu'elle soit de limiter le lithium et tout ce qui est en matière de cobalt. Amazon, via ses investissements chez Rivian, est dans l'électrique, mais n'a pas vraiment une volonté de chercher de nouvelles énergies, à ma connaissance, mais toujours est-il qu'ils sont dans un programme très ambitieux de zéro CO2, de zéro carbone en 2040. Ils ont même eux-mêmes créé ce groupe d'influenceurs où tu as des grands groupes qui sont déjà présents. Mais il y a des recherches, même on parle des géants, mais Panasonic avec Tesla sont en train de réfléchir à des nouvelles batteries sans cobalt, etc. On parle d'hydrogène, bien sûr, qui travaillent dessus, oui. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. Merci à vous. On va devoir du coup conclure. Certaines questions, notamment sur la relation au client, la relation à l'usager, on les abordera certainement la semaine prochaine. Du coup, je vous donne rendez-vous le 28 au matin, un workshop organisé du coup avec Faber Novel sur leur dernier bouquin Gafanomics, où nous allons comprendre justement la position de ces GAFA et surtout comprendre comment on peut peut-être appliquer en interne, en tant qu'acteur traditionnel, certains tips, certaines recettes, on va dire, pour pouvoir penser comme un GAFA et pour pouvoir être à même aussi d'être dans une logique soit de complémentarité, soit de concurrence. Guillaume, merci beaucoup pour cet échange. J'étais ravie de mieux comprendre le volet asiatique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, là, il faut… Tout à fait. Je signale aux participants, du coup, si vous voulez être mis en contact, bien sûr, avec Guillaume pour continuer à échanger ou creuser certains aspects, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas, du coup, à nous solliciter là-dessus. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.